déployé une batterie antimissile d'ondes de fer dans le centre du pays après de nouveaux tirs de roquettes survenus ce week-end. Netanyahou qui s'étonne du silence de la communauté internationale pour condamner ces tirs. Le gouvernement socialiste en France à l'épreuve de la contestation dans son propre parti. Congrès du PS plus agité que prévu ce week-end à Poitiers et notamment pour Manuel Valls. Scrutin terminé en Turquie pour les élections législatives et la première tendance donne une victoire du parti du président Erdogan, mais avec le risque de le voir perdre sa majorité absolue. Les Kurdes feraient également leur entrée au Parlement pour la première fois. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Israël a donc décidé de rehausser son système de prévention contre les tirs de roquettes après l'explosion d'un nouveau missile hier soir sur un terrain vague près d'Ashkelon dans le sud. Une batterie du système d'hommes de fer a été déployée dans le centre, plus près donc de la région de Tel Aviv, où l'on va retrouver d'ailleurs tout de suite Léa Volbert qui se trouve du côté d'Ashdod. Bonsoir Léa, donc avec cette batterie d'hommes de fer qui reprend du service, en tout cas dans le centre d'Israël, et ça c'est nouveau. Exactement, je me trouve tout de suite précisément tout près d'Ashdod, à environ 30 km de la frontière de la bande de Gaza. Vous pouvez voir la ville d'Ashdod juste derrière moi. Et c'est donc une de ces villes du sud d'Israël qui est, comme Ashkelon et beaucoup d'autres, particulièrement exposée aux tirs de roquettes en provenance de la frontière de la bande de Gaza. Et c'est pour cette raison que ce week-end, une nouvelle batterie antimissile du dôme de fer a été installée. Vous la voyez juste derrière moi. On le sait, ces 2 dernières semaines, les tensions sont extrêmement vives entre la bande de Gaza et Israël. Plusieurs tirs de roquettes ont été enregistrés. La dernière attaque, c'était cette nuit. Une roquette a été tirée sur le sud d'Israël. Une attaque qui a été revendiquée dans la journée par un groupuscule salafiste indépendant qui a dit dans un communiqué paru aujourd'hui, qui a dit agir à la fois contre le Hamas et contre Israël. C'est donc à la fois contre le Hamas et contre Israël que ce groupuscule agit. Alors l'armée israélienne a bien entendu riposté à ces tirs. Pas plus tard que cette nuit, une position du Hamas a été attaquée dans le nord de la bande de Gaza, et par mesure de sécurité, les 2 points de passage de la bande de Gaza, d'Erez et de Kerem Shalom, ont été fermés, sauf pour les cas humanitaires. Alors Léa Volbert, on imagine que la population évidemment israélienne de cette zone n'a pas envie de revivre évidemment ce qui s'est passé l'été dernier avec ces tirs de roquettes qui avaient débouché ensuite sur cette guerre. Oui, bien évidemment, toute la population israélienne et particulièrement la population de ces villes du sud d'Israël sont particulièrement angoissées, appréhendent un éventuel futur conflit entre le Hamas, entre la bande de Gaza et Israël. On se souvient que ces villes ont été particulièrement touchées cet été, en juillet et août, pendant l'opération Bordure Protectrice. Ce sont des centaines et des centaines de roquettes qui ont été tirées sur ces zones, faisant des blessés et des morts, notamment parmi les civils. Et une récente une enquête qui est parue aujourd'hui nous dit que 81% de la population israélienne est extrêmement pessimiste et dit attendre un prochain conflit entre le Hamas et Israël. Merci Léa Volbert, donc en direct d'une des batteries d'hommes de fer déployées de nouveau et sur le qui-vive donc dans le centre et le sud d'Israël. Bonsoir Raphaël Jérusalemi, ancien officier donc dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans la même configuration que l'an dernier, juste avant que n'explose, on va dire de nouveau, un conflit entre Israël et le Hamas? Le Hamas en tant que tel n'est pas prêt à une escalade. Ils sont en train de se reformer, de recreuser des tunnels, de reconstruire des missiles plus sophistiqués que les précédents, mais ne sont pas stratégiquement prêts pour un nouvel affrontement. Par contre, les organisations terroristes non affiliées au Hamas qui opèrent dans la bande de Gaza, elles sont prêtes, elles veulent ce conflit, elles veulent déstabiliser la région, elles ne travaillent pas pour les Palestiniens, ni pour Abou Mazen, ni pour Ismaël Haniyeh, elles travaillent soit pour l'Iran, soit pour le Qatar, et dans certains cas même pour ISIS.
Alors, on a vu effectivement qu'il y a eu des tirs à répétition là, ces derniers jours. Le fait qu'Israël déploie, comme c'est le cas ce soir, une batterie d'hommes de fer dans le centre d'Israël, ça veut dire quoi? Qu'on s'attend à ce qu'il y ait aussi des tirs qui puissent viser la région de Tel Aviv, comme ce fut le cas l'été dernier? Oui, on peut s'y attendre, ce qui est extrêmement décourageant, et je comprends tout à fait les habitants du sud d'Israël, c'est qu'on est en train de commettre exactement la même erreur, avec le même scénario qu'avant bordure protectrice. Avant bordure protectrice, le gouvernement israélien a bégayé. Y aura-t-il une escadade? On a traîné pendant 2-3 semaines. On est en train de faire la même chose. La riposte de l'armée de l'air a été cosmétique. On a en fait visé des hangars vides, même pas avec des équipements, des hangars vides, pour donner un petit signal. C'est le mauvais signal. À la moindre requête, il faut taper et taper fort. C'est le message qu'il faut envoyer au Hamas. Nous tenons au Liban l'armée libanaise, le gouvernement libanais, pour responsable de ce qui s'y passe, inclut les actions du Hezbollah. Nous tenons les Égyptiens pour responsables de ce qui se passe dans le Sinaï. Alors, tenons le Hamas pour responsable de ce qui se passe à Gaza, avec des messages beaucoup plus forts. Les Égyptiens sont déçus, Abou Mazen est déçu. Aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou prend des gants pour parler avec le Hamas, alors qu'il ne parle même pas avec Abou Mazen. C'est devenu complètement ridicule. Alors, vous restez avec nous, on va parler dans un instant de ces groupuscules salafistes plus en détail, mais on va revenir donc justement sur la réaction aujourd'hui de Benyamin Netanyahou, qui, bien lui, s'est étonné du silence de la communauté internationale face à ces tirs à répétition en provenance de Gaza. Joseph Emmanuel. Benyamin Netanyahou reproche à la communauté internationale de ne pas condamner les tirs de roquettes à partir de Gaza. L'ONU a pourtant condamné les tirs qui visent Israël depuis une dizaine de jours. Pas de condamnation en revanche du tir de ce samedi. Une nouvelle roquette tirée encore une fois depuis la bande de Gaza. Un tir qui n'a fait ni blessés ni dégâts. L'aviation israélienne a répliqué visant des infrastructures du Hamas. Israël tient le Hamas pour responsable de tout tir venant de la bande de Gaza en direction de notre territoire. Une réaction prévisible car même si le Hamas ne revendique pas les tirs, il est seul à régner en maître à Gaza depuis presque 10 ans. Ce dimanche, le Premier ministre israélien parle. Il condamne les non-condamnations des nations, des tirs vers son territoire. Je n'ai pas entendu une personne dans la communauté internationale condamner ces tirs, personne au sein des Nations Unies de prononcer la moindre condamnation. Il est intéressant de voir si ce silence perdurera quand on usera de notre droit de nous défendre. Le Premier ministre a ajouté que face à l'hypocrisie du monde, il continuera de protéger ses citoyens. Tsahal n'a pas attendu le tir de ce samedi pour riposter, des ripostes qui ne procurent aucune surprise dans la rue palestinienne. On s'attendait à des représailles israéliennes après l'annonce des médias sur des tirs de roquettes depuis notre territoire. Les tirs ont jusqu'à présent été revendiqués par une cellule salafiste affiliée à l'État islamique. Et dans une situation toute paradoxale, le Hamas et Israël se retrouvent du même côté, au moins provisoirement. D'après les observateurs, le mouvement islamiste reconstitue son arsenal et continue de creuser des tunnels vers le territoire israélien en vue d'un affrontement futur avec Israël, mais pas avant d'être prêt. En outre, Israël facilite depuis plusieurs semaines l'acheminement de matériaux de construction vers Gaza pour la reconstruction du territoire palestinien appelé par la communauté internationale. Reste à savoir si l'État hébreu prendra part à la guerre intestine qui couve à Gaza entre le Hamas et certains djihadistes plus fondamentalistes, des djihadistes qui se revendiquent de l'État islamique. Alors, Raphaël Jérusalemi, qui sont ces groupes salafistes? Ils ont quand même les moyens de tirer des roquettes, ça veut dire quoi? Qu'ils sont très puissants? Oui, alors il y a 3 groupes extrêmement importants à Gaza qui ne sont pas affiliés au Hamas. Mais avant de les nommer, je veux préciser que si nous parlons de groupes non affiliés au Hamas, il y en a 25. Nous devons nous rappeler, même le groupe, le deuxième, Jaish al-Islam, qui est le numéro 2 après Azzadine el-Qassam, Jaish al-Islam appartient à une famille, ce qu'on appelle une Hamoula à Gaza, un clan qui lui était au départ affilié à Al-Qaïda, mais maintenant il se tourne vers ISIS. Et ces clans ou ces grandes familles terroristes, en fait, sont des gangs.
elles opèrent vraiment à la façon des gangs. On en a parlé tout à l'heure. Comment se fait-il qu'ils ont autant d'armement? Al Capone avait de l'armement. C'est la façon Al Capone. Alors, je ne suis pas certain que ce soit Jaïch al-Islam qui a tiré les dernières roquettes, bien qu'il soit aujourd'hui beaucoup plus proche d'ISIS. Il y a d'autres éléments qui se sont affiliés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un glissement des groupes terroristes qui étaient affiliés avec Al-Qaïda vers ISIS. Et ils deviennent donc beaucoup plus violents, car ISIS est absolument contre le Hamas. ISIS reproche au Hamas de ne pas appliquer la charia à fond. Jaïch al-Islam et d'autres mouvements ont posé une fatwa sur les civils israéliens, c'est-à-dire que d'après la halakha coranique de ces mouvements, il est tout à fait légitime de tuer des civils israéliens puisqu'ils soutiennent le démon sioniste. Voilà, donc des mouvements extrêmement violents, alors très organisés. L'un d'eux, si je me souviens bien, c'est le Jud Ansar. Même mon accent arabe est terrible. Jud Ansar Allah, alors lui est affilié directement au Hezbollah avec soutien financier de l'Iran. Alors vous me direz comment le matériel arrive-t-il jusqu'à... Parce que tout est normalement étanche là aujourd'hui. Alors c'est un petit peu ce qui se passe en Irak, c'est un petit peu ce qui se passe en Libye. Il est très facile à ces mouvements de dévaliser les hangars du Hamas. Il y a une mini-guerre civile en ce moment à Gaza, depuis dimanche où un officier supérieur du Hamas a été assassiné par l'un des mouvements terroristes. Il y a une guerre qui a lieu. Et de temps en temps, il y a on dévalise des hangars. Et puis, il y a un marché noir qui est là. Je vous l'ai dit, ce sont des gangs, ce sont des mafias. Il y a de la contrebande. Même aujourd'hui, où l'on prétend que tout est bloqué, que Gaza étouffe, il y a encore des contrebandiers qui arrivent à faire pénétrer du matériel. Merci Raphaël Jérusalemi. Donc évidemment, situation qui reste très tendue. Le Premier ministre israélien qui vient d'ailleurs de s'entretenir avec François Hollande au téléphone à propos de l'affaire Orange que ne digère toujours pas Netanyahou. Il s'agit des propos tenus par le PDG d'Orange la semaine dernière au Caire. Même si celui-ci a fait depuis marche arrière, eh bien Netanyahou souhaite que Stéphane Richard vienne s'expliquer dans son bureau à Jérusalem. Léa Volbert. La polémique ne désenfle pas. Ce dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publiquement invité le président du groupe Orange à venir expliquer ses propos en Israël. Mercredi, en déplacement au Caire, Stéphane Richard avait annoncé son intention de mettre fin à l'accord de licence permettant à Partner d'utiliser la marque Orange. Depuis, il s'est plusieurs fois excusé, arguant que ses propos avaient été sortis de leur contexte, puis mal interprétés. Il réfute toute tentative de boycott d'Israël. Il s'est entretenu au téléphone avec le vice-premier ministre israélien Sylvan Shalom. Il a accordé plusieurs interviews à différents médias israéliens, déclarant entre autres « Nous aimons Israël ». Pas suffisant pour Partner, ni pour Benjamin Netanyahou, qui s'est exprimé sur le sujet ce dimanche matin. Face aux tentatives de nuire à Israël en mentant, en portant de fausses accusations et en imposant un boycott, nous devons nous unir, à droite comme à gauche, comme un seul homme pour repousser les pressions, dénoncer les mensonges et attaquer les assaillants. La polémique prend désormais une tournure politique. Israël soupçonne Orange d'avoir réagi à un rapport publié le 6 mai dernier. Un rapport accusant le géant français de la téléphonie mobile de soutenir indirectement la colonisation via Partner. Monsieur Richard, le patron d'Orange, peut définir tout à fait la stratégie commerciale, il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas question qu'on se lance dans un boycott qui n'est pas reconnu par le droit international. Voilà. Pourtant, la Chine n'a pas hésité dernièrement à exercer un chantage sur Israël. Pékin a annoncé refuser de signer un accord permettant à ses ressortissants de venir travailler en Israël. Émettant toutefois une réserve, les négociations seront ouvertes si Israël promet que ses travailleurs chinois n'exerceront pas dans les implantations en Cisjordanie. Le week-end prochain, le milliardaire américain Sheldon Adelson, entouré des représentants de plusieurs associations juives, organise une conférence à Las Vegas pour tenter de trouver des solutions pour endiguer les actions de boycott du BDS. Alors, Dror Even Sapir, bonsoir, analyste politique. Il y a eu donc à l'instant, une nouvelle fois, la France qui monte au créneau pour rassurer Israël, et cette fois c'est François Hollande.
François Hollande qui s'adresse directement à Benyamin Netanyahou en lui rappelant en fait que la France est tout à fait opposée au boycott d'Israël. Et c'est pas une surprise, c'est tout à fait clair effectivement. Et Laurent Fabius dans le reportage que l'on vient de voir l'a redit. Pour la France, le boycott est illégal, le boycott d'Israël est illégal. Par contre, opérer des limites à certaines relations commerciales avec les implantations de Cisjordanie, là pour les autorités françaises, ça pose moins de problèmes. Et on sait que la France n'est pas opposée, par exemple, à l'étiquetage des produits qui sont manufacturés dans les implantations, parce que la France considère que le boycott est illégal, mais que les implantations, au regard du droit international, le sont elles aussi. Donc là, c'est pas une position qui, bien évidemment, plaît aux oreilles des dirigeants israéliens, mais c'est la position classique, traditionnelle de la France. Et ce qui est intéressant pour M. Richard, le président directeur général de Orange, c'est qu'il a demandé à être reçu par l'ambassadeur d'Israël en France, Yossi Gal, qui termine son mandat dans les semaines qui viennent. Et Benyamin Netanyahou a donné une instruction très claire à l'ambassadeur d'Israël en France. Il ne s'agit pas de recevoir le président directeur général d'Orange dans les locaux de l'ambassade. S'il veut s'excuser, qu'il vienne le faire directement en Israël. Et là, l'intention des autorités israéliennes et de Netanyahou, elle est très claire, elle tombe sous le sens, elle est de dissuader en fait les grands patrons d'industrie ou de sociétés de téléphonie mobile, eh bien, de suivre l'exemple de celui d'Orange en soutenant à demi-mot un éventuel boycott d'Israël. Et du point de vue israélien, eh bien, les conséquences seront tout à fait strictes et il n'y aura pas de possibilité pour les dirigeants de sociétés étrangères, de sociétés internationales de soutenir ou même de sembler vouloir soutenir un boycott total ou même partiel d'Israël. Alors, cela intervient au moment où se tient justement à Las Vegas, eh bien cette fameuse organisation maintenant qui a choisi de contrer le BDS et le boycott d'Israël, et c'est un mouvement qui a beaucoup de moyens. Alors, deux personnalités juives américaines de premier plan, Sheldon Adelson et Chaim Saban, ont mis derrière eux leur désaccord politique, parce que Adelson est très proche du Parti républicain et de la droite israélienne. C'est l'un des principaux soutiens financiers de Benyamin Netanyahou. Chaim Saban, lui, est un démocrate. Il est d'origine israélienne. C'est un démocrate qui soutient Hillary Clinton. Eh bien, ils ont fait cause commune pour lutter contre le BDS. Alors, bien évidemment, ça peut être une initiative tout à fait louable. Le seul problème, quand même, c'est que l'image que ça donne auprès, si vous voulez, des parties de la population occidentale, européenne, américaine, qui pourraient être tentées par un soutien aux initiatives de boycott d'Israël, c'est que les grosses fortunes américaines se mobilisent en faveur d'Israël. En plus, messieurs Adelson et Saban ont parlé depuis Las Vegas, donc tout un symbole. Est-ce que c'est véritablement le meilleur moyen de gagner la bataille des consciences américaines, notamment dans les nouvelles générations, notamment parmi les étudiants sur les campus universitaires américains et européens? Est-ce que c'est la meilleure manière de convaincre à la fois de l'inutilité et puis du caractère tout à fait immoral des initiatives de boycott anti-israélien? Personnellement, je n'en suis pas persuadé. Allez, voilà, on referme pour l'instant provisoirement ce dossier, justement. Et on rappelle que Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, sera en Israël demain. En France, justement, le congrès du Parti socialiste à Poitiers a finalement été moins tranquille que prévu pour le gouvernement. C'est l'ancien ministre Arnaud Montebourg qui a allumé l'incendie dans une tribune publiée ce matin où il accuse l'actuel gouvernement de mener le pays vers le désastre. Léa Berdugou. Un congrès censé être placé sous le signe de l'unité. Mais ce dimanche matin, un article met le feu aux poudres. La tribune publiée par Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, et par le banquier d'affaires Mathieu Pigasse dans le JDD. Dans leur texte, ils attaquent François Hollande et sa politique. Hébétés, nous marchons droit vers le désastre, écrivent-ils. Ils dénoncent l'absurde conformisme bruxellois, devenu une gigantesque fabrique à suffrage du Front National. Cette politique répand la colère, le dépit, la violence chez des millions de nos concitoyens, disent-ils. Pour certains, cette critique est salutaire. Moi, j'apprécie toujours qu'il y ait des esprits libres qui s'expriment, parce que le débat politique ronronne. Il faut se rebrancher sur le pays, sur la société. Et je trouve très bien que, encore une fois, il y ait ce type de renfort. On a besoin des idées des autres. Moi, je ne crois pas à la pensée unique. Mais le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, ne l'entend pas de cette oreille. Je dis que s'il avait 2 sous de courage, il serait présenté devant les militants.
Face aux tensions internes, Jean-Christophe Cambadélis a dégainé l'arme fatale. Nicolas Sarkozy, le premier secrétaire du PS, a cogné fort. Monsieur Sarkozy a trouvé sa stratégie. Reprendre les thèmes du Front National tout en se parant des atours de la République. Monsieur Sarkozy invente d'ailleurs à cette occasion la République Canada Dry. Cela ressemble à la République, mais ce n'est pas la République. L'attaque aura-t-elle suffi à effacer les dissensions? Pas si sûr. Pour le député socialiste frondeur Laurent Baumel, qui ne soutient pas la motion majoritaire, il faut reconnaître les erreurs et les déséquilibres de notre politique, dit-il. Alors les critiques, on l'a vu, qui viennent du Parti socialiste pour Manuel Valls, mais ce n'est pas le seul problème rencontré par le Premier ministre. Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Car il a également été sous le feu des critiques pour un aller-retour effectué jusqu'à Berlin. Exactement, et ce n'est pas n'importe quel aller-retour. Le Premier ministre s'est éclipsé du Parti socialiste pour aller assister à la finale de la Ligue des Champions à Berlin. Alors le match opposait Barcelone, le club de sa ville natale, à la Juventus Turin. Alors selon le Parisien, les frais de l'aller-retour Paris-Poitiers auraient été réglés par le Parti socialiste, tandis que les frais du vol Paris-Berlin auraient été réglés, eux, par le contribuable. Alors de retour à Poitiers, Manuel Valls s'est expliqué ainsi: je vais à Berlin à l'invitation de Michel Platini, qui est le président de l'UEFA. Nous aurons une rencontre puisque dans un an, nous accueillerons l'Euro. Et face à la montée des critiques, eh bien, Manuel Valls s'est trouvé une réponse dans l'attaque. Il y a toujours des grincheux, a-t-il dit. Et des grincheux, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Exactement, et certains se sont même montrés choqués carrément. C'est une faute politique et une faute morale, estime le député des Républicains, Thierry Solère. Il y a une forme d'indécence, ajoute-t-il. L'argent public est précieux dans cette période de crise et on doit veiller à tous les symboles. Alors, la députée européenne Nadine Morano se lâche, elle, sur Twitter, en s'improvisant arbitre, et elle donne un carton rouge à Manuel Valls. Thierry Mariani, député également, pointe le fait qu'aucune équipe française ne jouait dans le match. Valls à Berlin a un match entre deux équipes étrangères aux frais de l'État. Cela prouve qu'il a perdu tout sens de la réalité, déclare-t-il. Nathalie Kosciusko-Morizet joue de la boutade et mélange même football et rugby par là même. On apprend que Manuel Valls est allé soutenir le Barça aux frais du contribuable. Heureusement qu'il n'est pas fan des All Blacks. Il y a même une petite faute d'orthographe là, semble-t-il. En tout cas, comment réagit-on au sein du Parti socialiste? Parce que là aussi, c'est intéressant. Les réactions sont mitigées. On a celle du premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui, lui, a tenu à prendre la défense de son Premier ministre. Ce n'est pas maladroit, a-t-il dit. Par contre, ce vol passe mal chez certains à gauche. C'est le cas notamment de Pascal Cherki, qui explique aux Parisiens: moi aussi, je suis un fan du Barça. J'espère qu'au match, Valls va se rendre compte que le jeu offensif, créatif, conforme à ses valeurs, ça marche. On verra. Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas. Merci Léa Berdugo. On reviendra également sur le football et sur le Barça un petit peu plus tard. Merci à vous. Merci. C'est dans un climat tendu que se sont déroulées aujourd'hui les élections législatives en Turquie. Après l'attentat qui a visé un meeting du parti kurde vendredi, on pouvait craindre des violences, mais la journée a été plutôt calme. Et le parti du président Erdogan est donné ce soir comme vainqueur, mais il pourrait perdre sa majorité absolue. On va y revenir dans un instant. Tout d'abord, le récit de cette journée avec Steve Jourdain. Le faiseur de roi, ça pourrait être lui. Celui qu'on surnomme le Tsipras turc est un caillou dans la chaussure d'Erdogan. Alors que l'avenir du président turc est en jeu, le parti de Selahattin Demirtas est crédité de plus de 10% d'intention de vote et pourrait bien être la surprise de ces élections législatives. Nous espérons de tout notre âme que ce soir, à l'issue du scrutin, la Turquie sera libre et que la paix intérieure du pays sera garantie. C'est la démocratie qui sortira renforcée de ce scrutin et tous ensemble, demain, nous commencerons une nouvelle vie. Près de 54 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2002, Erdogan se présente affaibli devant les électeurs. Crise économique et critique sur les dérives autoritaires. Le parti de celui qui réclame la présidentialisation du régime et le renforcement des pouvoirs exécutifs est en net recul dans les sondages. Je veux dire merci au peuple turc. J'espère que cette élection se déroulera sans incident. C'est indispensable pour la stabilité de notre pays. Avec environ 40% d'intention de vote, l'AKP d'Erdogan devrait remporter ces élections à un tour. Mais l'ampleur de la victoire déterminera l'avenir du pays. Si l'opposition franchit la barre des 10% de voix,
le parti au pouvoir pourrait perdre la majorité absolue au Parlement. De quoi sérieusement freiner les ambitions d'un président accusé d'avoir la folie des grandeurs. Alors, en ligne avec nous depuis Istanbul, Alexandre Billet, correspondant en Turquie. Bonsoir Alexandre. Test important donc pour le président Erdogan et son parti avec les premières tendances là tout de suite. Oui, tout à fait. Écoutez, les premières tendances, les premiers résultats ont été diffusés il y a un peu plus d'une heure maintenant. Et l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, est pour le moment sous la barre des 276 députés nécessaires pour obtenir une majorité. Alors, les résultats sont toujours incertains. La soirée sera très longue. Mais on peut déjà dire qu'Erdogan a perdu un premier pari, en quelque sorte, celui d'obtenir pour son parti un score semblable, voire supérieur à celui des scrutins précédents. Et pas du tout. Avec un peu plus de 40% des voix, le parti du président est en baisse. Et on est très très loin de la majorité qualifiée que Recep Tayyip Erdogan espérait pour obtenir, pour pouvoir notamment modifier la Constitution avec l'aval du Parlement, qui était quand même l'objectif du président turc lors de la campagne électorale. Donc encore une fois, les résultats sont toujours partiels, mais si la tendance se maintient, la question qui va aujourd'hui se poser, eh bien, c'est celle que les analystes ont déjà de décrypter sur les plateaux de télé ici ce soir à Istanbul. C'est comment le parti d'Erdogan, qui est habitué à gouverner seul depuis plus de 10 ans, va parvenir à former une coalition qui serait vraiment un séisme politique dans la Turquie d'Erdogan. Et puis l'autre événement, Alexandre, eh bien, ce sont les Kurdes, le parti kurde qui ferait donc son entrée au Parlement, ce qui sera très remarqué. Oui, tout à fait. C'est l'autre formation de la soirée. Et a priori, les résultats sont très très favorables pour le PKP, le HDP, le parti qui est donc appuyé effectivement par une bonne partie des électorats kurdes, aussi par une partie de la gauche turque en général. Le HDP est en ce moment à plus de 11%, 11,2, 11,3, donc il passerait le barrage des 10% qui est nécessaire pour envoyer des députés à l'Assemblée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Erdogan n'a pas pour l'heure de majorité. Et s'il se confirme, pour les Kurdes, ce sont des résultats qui sont historiques. C'est la toute première fois de l'histoire de la République turque que le parti kurde se représente au Parlement. Et à l'inverse, pour le vieux parti kémaliste, le GDP, le CHT, les nouvelles ne sont pas très bonnes logiquement, puisque justement pour permettre au parti de gauche kurde de passer le seuil de 10% pour empêcher Erdogan d'obtenir une majorité, déjà plusieurs électeurs, notamment une partie de la petite bourgeoisie intellectuelle urbaine de gauche, a délaissé son parti traditionnel pour soutenir le parti de gauche kurde. Bref, ce soir, on pourrait bien assister à un rebrassage du paysage politique turc et aussi un premier raté de la machine politique, pourtant très bien rodée du président Erdogan. Merci beaucoup Alexandre Billet, donc en ligne d'Istanbul avec une liaison un petit peu difficile évidemment. Désolé pour cette qualité sonore. On va marquer une pause. Je vous montre juste au passage une petite image de Barcelone en fête ce soir pour accueillir ces footballeurs victorieux de la Ligue des Champions. On y reviendra là aussi tout à l'heure plus en détail. À tout de suite après la pause. Israël a déployé aujourd'hui une batterie antimissile Dôme de fer dans le centre du pays après de nouveaux tirs de roquettes survenus hier soir. Netanyahou, lui, s'étonne du silence de la communauté internationale pour condamner les tirs de ces derniers jours. Le gouvernement socialiste à l'épreuve de la contestation dans son propre parti. Congrès du PS plus agité que prévu ce week-end à Poitiers pour Manuel Valls. Et puis scrutin terminé ce soir en Turquie pour les élections législatives. Première tendance, une majorité relative simplement pour le parti du président Erdogan et le parti kurde qui entrerait pour la première fois au Parlement. Aux États-Unis, c'est l'alerte maximale dans l'État de New York après l'évasion spectaculaire de 2 détenus d'une des prisons les mieux gardées du pays. Une prison d'où personne ne s'était jamais évadé auparavant. Julia Galancien. C'est une histoire digne des plus grosses productions hollywoodiennes. 2 détenus se sont évadés de la prison de Dannemora, l'une des mieux gardées de l'État de New York. Jamais personne n'avait réussi à s'en échapper. Plus de 200 policiers soutenus par des unités spécialisées et des hélicoptères sont à leur poursuite. Des officiers lourdement armés ont mis en place des barrages sur des axes routiers. Les habitants restent prudents, peu habitués à un tel balai sécuritaire.
J'ai vécu dans cette région toute ma vie. Et pour nous, quelqu'un qui s'échappe de prison, c'est juste incroyable. Toute notre communauté n'en croit pas ses oreilles. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il y a beaucoup d'agitation. Nous sommes en état d'alerte. J'observe les voitures qui passent, je regarde tout ce qui se passe juste pour être sûr que les types ne passent pas par ici. Je suis prêt à appeler la police à chaque instant. Car les 2 détenus étaient emprisonnés pour meurtre. L'alerte n'est donnée qu'à l'aube lorsque les gardiens découvrent la supercherie. Rapidement, le gouverneur de l'État de New York se rend sur les lieux et emprunte le parcours présumé des 2 détenus. David Sweet et Richard Matt ont foré à l'aide de perceuses des trous dans le mur de leur cellule, puis dans des canalisations et des tunnels dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont ensuite pu se hisser par un trou dans une rue avoisinante et retrouver la liberté au beau milieu d'un quartier pavillonnaire. C'est un acte qui sort réellement de l'ordinaire. C'est un établissement qui a ouvert en 1865, pensez juste à ça. C'est la première évasion d'une partie de la prison où la sécurité est maximale. On a été dans le tunnel et la précision avec laquelle ça a été fait nous confirme le caractère extraordinaire de l'évasion. Pour l'heure, l'enquête interne n'a pu établir si les 2 hommes avaient bénéficié d'aide ou de complicité pour leur évasion. La prison de Dannemora accueille quelques 3000 détenus, uniquement des hommes. Alors on va retrouver en direct de New York David Benaïm, notre correspondant. Bonsoir David. Un point d'abord sur les recherches, où en est-on ? Pour l'instant, les enquêteurs sont toujours à la recherche d'une première piste pour retrouver les 2 évadés sur le terrain. Les recherches se sont intensifiées ce matin avec la brigade canine pour explorer la forêt et les montagnes environnantes. Le FBI, la police d'État de New York ont déjà étendu les recherches à l'État voisin du Vermont et travaillent en collaboration avec les forces de l'ordre canadiennes. En effet, la prison se trouve à seulement 32 km de la frontière, à moins d'1 heure de l'aéroport international de Montréal. Un logiciel de reconnaissance de visage a été fourni aux autorités canadiennes afin d'effectuer un contrôle sur les caméras de surveillance de l'aéroport Trudeau. On est déjà à plus de 36 heures depuis l'heure approximative de l'évasion et il est tout à fait possible que les deux évadés soient déjà hors d'atteinte des autorités locales. Autre détail intéressant, c'est la première fois que la police fait appel à la population pour une évasion via médias sociaux et alertes instantanées envoyées sur tous les smartphones des habitants de la région. Alors David, ce qui est quand même incroyable, c'est le scénario de ces 2 évadés. Ça a échappé à personne. Tous les ingrédients d'un blockbuster sont réunis dans cette chasse à l'homme. Une prison ultra sécurisée d'où personne ne s'est jamais échappé. Un tunnel improbable creusé avec des gros outils sans doute fournis par un éventuel complice, des uniformes retrouvés aux alentours de la bouche d'égout d'où ils sont ressortis, et une couverture médiatique qui depuis hier matin fait clairement penser aux images que l'on retrouve dans les grandes productions hollywoodiennes, avec conférence de presse du gouverneur de New York annonçant le côté spectaculaire de l'évasion, tout en rassurant les Américains que tout a été mis en place pour retrouver les prisonniers. Sauf qu'ici, on est toujours à la recherche du héros qui retrouvera les évadés, à la différence des films comme Le Fugitif ou La Grande Évasion. Richard Matt et David Sweat sont de vrais criminels, ils n'ont pas le pédigré pour que les éventuels spectateurs soutiennent leur démarche. Par contre, ils ont laissé sur place un élément qui pourrait donner un excellent titre à un film potentiel. Un post-it jaune a été retrouvé sur le tuyau longeant le tunnel de leur évasion, sur lequel a été écrit « Have a nice day », bonne journée en anglais. Voilà, ce qui fait penser aussi, pourquoi pas, à Albert Spaggiari, qui était l'auteur d'un cas célèbre en France. Merci David Benaïm, en direct donc, de New York, où l'on recherche toujours ces 2 fugitifs condamnés pour meurtre. C'est donc une rencontre sans précédent, on vous en a parlé en exclusivité jeudi dernier sur i24 News, qui s'est tenue à Washington. Cette délégation de diplomates de haut rang, saoudiens et israéliens, qui se sont retrouvés pour la première fois afin d'évoquer la menace que représente l'Iran sur le Moyen-Orient. L'Iran qui a donc réussi à rassembler 2 ennemis d'hier, Israël et l'Arabie Saoudite. Cyril Amar. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le célèbre adage s'appliquerait-il à la nouvelle alliance stratégique qui se profile entre Israël et l'Arabie Saoudite contre le régime des Mollahs? Une alliance contre nature entre la monarchie sunnite et l'État hébreu, mais une alliance de circonstances. Enterrer la hache de guerre, les 2 plus farouches détracteurs du programme nucléaire iranien ne voient pas d'un très bon œil les velléités des ayatollahs. Exaspérés par la détente entre Washington et Téhéran, Riyad et Jérusalem ont beau dénoncer la faiblesse de Barack Obama. Il semble aujourd'hui peu probable qu'ils parviennent à enrayer un accord final entre Téhéran et les grandes puissances. Dans la balance, l'inimitié entre les 2 pays ne pèse pas lourd face à la réelle politique. Si l'accord était signé, le nouvel axe pourrait même mettre au point un plan de crise. En 2013 déjà, les médias israéliens révélaient la tenue d'une réunion secrète en Jordanie entre les chefs des services secrets des 2 pays. Dans la foulée, le Sunday Times annonçait que Riyad était disposé à ouvrir son espace aérien aux avions de chasse israéliens pour mener des raids contre les installations nucléaires iraniennes.
Autre convergence d'intérêts, mettre fin à la stratégie d'encerclement iranienne. Soutien à la rébellion Houthi au Yémen, insurrection chiite à Bahreïn, gouvernement chiite en Irak. Même politique autour d'Israël, avec le soutien militaire et logistique apporté par Téhéran au Hamas et au Hezbollah libanais. Ce ne serait pas la première fois que l'Arabie Saoudite et Israël mettent de côté leurs divergences pour défendre leurs intérêts. Dans les années 60, les deux pays auraient coopéré au Yémen pour lutter contre la politique expansionniste de l'Égypte nassérienne. Alliance ad hoc ou amitié durable. Toujours est-il que la relation pourrait prendre un nouveau tour avec l'initiative de paix saoudienne. Un plan présenté en 2002 et qui prévoit une normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, en échange d'un retrait total des territoires palestiniens. Pour Riyad et Jérusalem, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Alors, de retour de Washington, justement, où il a participé à cette réunion inédite, Jacques Neria, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous faisiez partie de cette délégation israélienne. Ça a pris du temps de mettre au point, de mettre en place. Écoutez, nos contacts ont commencé il y a presque 16-17 mois. Donc, en un premier temps, c'était un contact qui avait été initié par Dori Gold lui-même à Prague. Et puis ensuite, comme ça a commencé à prendre de l'ampleur, il a eu besoin d'une délégation et c'est certainement, je dirais, d'une personne qui ait une connaissance du Moyen-Orient et surtout de la langue arabe, puisque les communications avec nos amis saoudiens se passaient en majeure partie en arabe. Une partie était traduite naturellement en anglais. Donc j'étais en quelque sorte le pivot de ces conversations-là, de ces négociations-là. Et puis il a fallu un certain temps pour arriver finalement à des entendements, je dirais, politiquement et aussi surtout, je dirais, sur le terrain. Et ce n'est que les deux dernières sessions, que l'avant-dernière session s'est passée en Inde, à New Delhi, et juste avant Washington, et c'était là-bas où on s'était mis d'accord que finalement, il fallait qu'on se présente ensemble à Washington pour essayer de dénoncer, je dirais, l'expansionnisme iranien, la menace iranienne et le fait que finalement, les deux pays sont confrontés à une menace qui est une menace, je dirais, presque une menace existentielle. Et là, naturellement, nous nous sommes retrouvés avec un intérêt commun. Et cet intérêt commun, c'est une grande première, surtout le fait de pouvoir sortir publiquement et d'annoncer comme il l'a fait. Je dirais, il fallait un grand courage, du courage pour le général, de dire ouvertement qu'il fallait remplacer le régime en Iran, il fallait faire la paix entre Israéliens et Arabes naturellement, et je dirais, et autres. Et cette paragraphe je dirais de sa déclaration qui était une déclaration assez agressive envers l'Iran, alors que je dirais, les propos de Dori Gold par rapport aux Saoudiens étaient beaucoup plus modérés. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a un changement de l'Arabie Saoudite total vis-à-vis d'Israël. Il y a plusieurs fois sur ce plateau, j'ai insinué certaines remarques concernant l'Arabie Saoudite et concernant leur position vis-à-vis de ce qui se passe au monde arabe. Et tout cela était filtré naturellement avec beaucoup de précautions à partir de ces conversations où on comprend très bien, je dirais, l'intérêt ultime qu'a l'Arabie Saoudite face au développement qui l'encercle, comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, c'est l'approche de l'État islamique aux frontières nord, la subversion iranienne dans les pays du Golfe, au Yémen et au Liban et en Syrie, tout cela, je dirais, mène une situation, je dirais, qui est presque intenable pour les Saoudiens, qui demandent impérativement, voyant que les États-Unis se sont tournés définitivement vers l'Iran, donc finalement, je dirais, c'est une alliance, je dirais, de borgnes et non pas d'aveugles. On a un seul œil de chacun et les deux ensemble, on voit finalement l'horizon. Mais est-ce que ça va avoir une suite? Est-ce que tout cela va déboucher sur quelque chose de concret entre Israéliens et Saoudiens et peut-être aussi pour le dossier palestinien? Écoutez, je dirais, la grande marche de 1000 avait dit Mao Tse-tung, a commencé par un petit pas, par un premier pas. Alors ce premier pas a été fait
ouvertement aujourd'hui entre Saoudiens et une équipe israélienne, donc dont deux membres de cette équipe seront, je dirais, des membres clés dans le rouage gouvernemental israélien. Un sera le directeur général des affaires étrangères, le deuxième, le général Shapira, sera le chef en fait du bureau du ministre des Affaires étrangères. Dans ce cas-là, c'est de Netanyahou. Donc ces deux-là, ils viennent avec quand même, je dirais, un bagage important. J'imagine qu'il y aura suite à ces négociations, qu'il y aura suite à ces contacts-là. On ne va pas perdre, je dirais, un fil d'Ariane qui nous mène à une solution. Et surtout que ce n'est pas naturellement l'endroit de dévoiler quelle était la teneur de toutes les conversations. Mais on a effectivement parlé de beaucoup de sujets. Et un des sujets qui a été contemplé entre nous et les Saoudiens était effectivement le problème palestinien. Et ça a eu, dernière question, de l'écho dans le monde arabe, parce que là aussi, il y avait sans doute un risque. Alors, il y a eu un grand choc, parce que déjà dans l'audience à Washington, il y avait des journalistes libanais et autres qui étaient sur place, qui étaient choqués par le fait que le général saoudien était prêt à se dévoiler publiquement, à serrer la main à Dorigold. Ensuite, j'ai vu dans la presse arabe, dans Al Jazeera et dans Al-Safir et d'autres journaux libanais, qu'il y a eu une suite et surtout, je dirais, une certaine critique envers le général saoudien, mais tout en essayant d'être objectif en parlant de l'Iran, puisqu'aujourd'hui l'Iran c'est l'ennemi commun de tous les Arabes. Voilà, et puis vous parlez de la menace iranienne. Jacques Neria, on a appris à Chypre hier l'arrestation d'un deuxième ressortissant libanais âgé de 62 ans qui serait lié au premier arrêté la semaine dernière, qui est soupçonné d'avoir assemblé plusieurs tonnes d'ammoniac destinées à commettre des attentats anti-israéliens en Europe pour le Hezbollah. Ça veut dire que la menace iranienne elle est là. C'est à Chypre. Chypre, ce n'est qu'un petit bout de l'iceberg. L'Iran est présent autour de nous. L'Iran se rapproche dangereusement de nos frontières. Déjà, des unités iraniennes à commandement iranien se trouvent au Golan. Je dirais là, il faut attendre une décision iranienne de principe sur l'intervention en Syrie pour sauver le régime d'Assad. Et là, une fois que ça va se passer, 50 000, 150 000, on parle entre 50 000 et 150 000 Iraniens seraient postés en Syrie pour essayer de sauver le régime. Et cela veut dire que nous avons déjà nous aurons des frontières communes avec l'Iran, alors que l'Iran est à 1000 km de nous. Nous aurons des frontières au sud Liban avec Hezbollah, donc une unité, c'est Hezbollah qui est une organisation iranienne, et ensuite les unités iraniennes sur le Golan, et tout naturellement, essayons de ne pas penser trop loin et de voir comment ça va se passer du côté jordanien. Merci beaucoup Jacques Neria. Donc je rappelle que vous faisiez partie de cette délégation israélienne qui était donc à Washington avec ce général saoudien pour cette rencontre inédite. Merci pour ce témoignage. Et puis justement en Syrie, 2 revers militaires et en Irak également importants pour l'État islamique. L'Irak d'abord, où l'armée irakienne aurait réussi à reprendre le contrôle d'une partie de la raffinerie de Beiji. Et puis en Syrie, où l'armée d'Assad, elle, a fait tomber le siège de la ville d'Assaké, encerclée par l'État islamique depuis plusieurs jours. Steve Jourdain. Peut-être le signe d'un revirement stratégique. Pour la première fois, la coalition dirigée par les États-Unis bombarde des positions de l'État islamique sur le point de s'emparer d'une ville rebelle au régime de Damas. La petite localité d'Ahazaz est un des nerfs de l'approvisionnement des rebelles à partir de la Turquie. Pour Washington, hors de question de laisser le nord de la Syrie aux mains de l'État islamique. Mais certains y voient une aide indirecte apportée au Front al-Nosra, cette branche d'Al-Qaïda qui combat aux côtés des rebelles syriens. Autre front du conflit et autre zone stratégique, la province d'Assaké qui relie les zones syriennes et irakiennes contrôlées par l'État islamique. Ici, dans le nord-est du pays, la semaine a été sanglante et les combats incessants. Sur cette vidéo, un combattant se présentant comme un membre de l'État islamique affirme être sous peu en mesure d'entrer dans Assaké. Mais selon Damas, l'armée syrienne aurait ce dimanche repoussé l'EI des abords de la ville. Prise de guerre notable pour les forces loyalistes, une station d'électricité et une prison servant de base militaire. Le régime d'Assad s'attend à une contre-offensive des djihadistes, mais semble bien décidé à vendre cher sa peau dans la zone. Une éventuelle chute d'Assaké donnerait à l'EI le contrôle d'une deuxième capitale provinciale après Raqqa, son bastion du centre du pays. 50 000 migrants accueillis en Italie depuis le mois de janvier. Ce chiffre vient donc d'être dépassé selon les services maritimes qui s'occupent des opérations de sauvetage. Et ce week-end encore, ce sont plus de 3 000 naufragés qui ont été secourus en mer. Elsa Pariente. Nouveau drame évité en Méditerranée.
Ce sont près de 3500 migrants que les marines italiennes, britanniques, irlandaises et allemandes ont sauvés ce samedi. 500 autres personnes ont été secourues ce dimanche par la marine britannique. Entassés dans des embarcations de fortune, c'est en Sicile que ces migrants devaient arriver. Quelques heures plus tôt, la police sicilienne arrêtait 2 passeurs présumés, un Tunisien et un Gambien. Alors que l'Union européenne lançait il y a quelques jours une véritable offensive contre les passeurs, ce flot de migrants toujours plus important pose aujourd'hui question. Ces dernières arrivées portent à plus de 50 000 le nombre de migrants ayant débarqué en Italie cette année. Une augmentation de plus de 10% par rapport à la même période en 2014. Si les sauvetages d'envergure se multiplient ces derniers temps, en avril dernier, la Méditerranée a connu son pire drame depuis des décennies. Un naufrage avait coûté la vie à plus de 800 migrants. Lourdes pertes humaines, centre d'accueil italien au bord de l'implosion. L'Union européenne tente de contenir le problème migratoire. Principale proposition de la Commission européenne, la prise en charge par chaque pays membre de 40 000 demandeurs d'asile. Une proposition qui suscite de vives réticences, y compris en France. Indication de l'avenir de cette proposition le 16 juin prochain. On va parler tennis tout de suite car ça vient de se terminer il y a environ 1 heure à Roland-Garros. Bonsoir Lise Barenbaum. Bonsoir. Une finale incroyable et un dénouement surtout qui donne la victoire finale à Stanislas Wawrinka qui a donc battu Novak Djokovic en 4-7. Oui, ça a été un match très disputé. Alors pendant le premier set, c'est Djokovic qui a gagné 6-4 en 43 minutes. Il se fait une petite frayeur avant la fin du premier set, mais c'est lui qui domine quand même. On va regarder un extrait, regardez. Alors deuxième set, cette fois c'est Wawrinka qui l'emporte, il se relance complètement, il se procure 6 balles de break. À un moment, sur un revers un peu trop long, Djokovic s'énerve, il en vient même à casser sa raquette, baisse de régime et là le match bascule vraiment en faveur de Wawrinka. On regarde un extrait. Troisième set, là encore gagné par Wawrinka qui prend définitivement les commandes. Djoko est vraiment en danger, il parvient quand même à revenir à 5-3, mais Wawrinka est plus solide. Regardez. Et puis quatrième set, donc Wawrinka qui gagne encore 6-4. On aurait pu vraiment aller à un cinquième set, mais Wawrinka a tenu la distance. Il gagne donc Roland-Garros contre toute attente et il a réussi presque 2 fois plus de coups gagnants que son adversaire, 59 contre 30 pour le Serbe. Voilà, balle de match à l'image donc de ce qu'a fait Wawrinka, c'était incroyable. Alors c'est un joueur qui a un profil de toute façon étonnant, Lisa. Oui, alors c'est un joueur qui a une éclosion très très tardive. En fait, il a remporté son premier titre majeur à 29 ans. L'année dernière, c'était l'Open d'Australie. Et c'est à partir de là qu'il s'est fait un nom en Suisse à côté d'un autre Suisse, Roger Federer. Il y avait eu quand même des signes avant-coureurs de son talent et de sa progression. C'est quand il a commencé à battre des joueurs du top 5 mondial, Murray en 2010 et puis Djokovic à l'Open d'Australie en 2013. Mais il bascule, il devient un grand joueur avec cette victoire à l'Open d'Australie en 2014. Pourtant, cette année, il n'a pas eu une saison extrêmement fameuse. 29 victoires, 8 défaites et quand même 3 titres. Quelques éliminations prématurées à Marseille, à Miami, à Madrid, entre autres. Pour lui, c'était la première finale à Roland-Garros cette année. Il avait été uniquement jusqu'en quart jusque-là et il n'avait battu Djokovic que 3 fois au cours de sa carrière. Et malgré son accoutrement, son short qui ont été un petit peu raillés. Le short, c'est un problème, il faudra en parler un jour. Ça a été
été très raillé sur les réseaux sociaux, mais c'est un joueur qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Stanimal ou encore le bison. Et il a quand même écarté pendant cette quinzaine successivement Monfils, Federer, Tsonga et puis évidemment Djokovic pour s'adjuger le titre. Alors d'ailleurs Federer qui l'a félicité sur Twitter tout à l'heure, il a dit bravo Stan champion, c'est vrai que c'est beau ce qu'il fait. Par contre pour Djokovic c'est l'occasion ratée de gagner ce fameux tournoi de Roland-Garros. Oui, c'est le seul grand chelem qu'il n'a pas remporté. Il en est à sa 11e participation à la Porte d'Auteuil. 3 finales perdues. Il a notamment perdu en finale contre Nadal en 2012 et 2014. Nadal qui l'a sorti cette année en quart de finale. Il a quand même remporté 8 chelems dans sa carrière. Et lors de cette quinzaine, il a éliminé aussi le numéro 3 mondial Murray. Donc c'était quand même un beau tournoi. Il a une saison exceptionnelle cette année. 40 victoires. Il s'est incliné qu'à 3 reprises. Il a quand même gagné 2 tournois à Monte-Carlo et à Rome. Eh ben voilà, c'est peut-être partie remise pour lui qui est plus jeune effectivement que Wawrinka. Merci Lise Barenbaum. Le sommet du G7 s'est ouvert en Bavière aujourd'hui. C'est dans la fraîcheur des Alpes allemandes qu'Angela Merkel reçoit ses collègues pour évoquer 2 sujets brûlants, l'Ukraine et la Grèce. Elsa Parienté. Ballet d'hélicoptères au château d'Elmo, Allemagne, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Canada. Ils sont tous réunis pour 2 jours en Allemagne. Thème prévu selon l'agenda officiel du sommet, climat, santé, lutte contre la faim. Mais ce sont 2 autres dossiers qui s'invitent à cette réunion de haut rang. Premier dossier épineux, l'Ukraine. Les tensions se multipliaient ces derniers jours dans l'est du pays où les troupes russes sont toujours présentes. Au sujet de la Russie, de l'Ukraine et des sanctions, je pense que le plus important, et je veux rester réaliste, c'est de maintenir les sanctions contre la Russie car c'est une violation flagrante des accords de Minsk. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ce n'est pas simplement une opinion personnelle, il faut que nous reconfirmions notre position. Un maintien des sanctions sur lequel l'Allemagne comme les États-Unis s'accordent. Un front commun contre Vladimir Poutine exclu du sommet depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. Angela Merkel et Barack Obama se sont rencontrés en amont de la première réunion du G7. L'occasion pour les 2 partenaires de réaffirmer la force de leur alliance. Nous allons aborder notre futur commun, favoriser une économie mondiale créatrice d'emplois et d'opportunités, maintenir une Union européenne forte et prospère, bâtir de nouveaux accords commerciaux à travers l'Atlantique, faire face à l'agression de la Russie en Ukraine, lutter contre les menaces telles que les extrémismes violents et le changement climatique. Et sur tous ces aspects, nous sommes très reconnaissants du partenariat et du leadership de votre chancelière Angela Merkel. Deuxième dossier sensible au cœur du sommet, la Grèce. Des réformes structurelles contre des milliards d'euros d'aide financière. Les négociations entre la Grèce et ses créanciers n'ont toujours pas abouti. Les propositions faites par le FMI, la BCE et la Commission européenne ont été jugées absurdes par le Premier ministre grec. Je voulais que ces négociations se tiennent mercredi. Je vous ai déjà dit que j'attends la proposition alternative de notre homologue grec. Je n'ai pas de problème personnel avec Alexis Tsipras. C'était mon ami, c'est toujours mon ami. Mais pour entretenir l'amitié, il faut un minimum de règles. Le scandale de corruption à la FIFA, le problème migratoire en Europe, la possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Autant de questions également soulevées en marge de l'ouverture du sommet. Un sommet dont le coût est estimé à 360 millions d'euros, mais au terme duquel aucune décision n'est attendue. La Cour suprême d'Arabie Saoudite a confirmé aujourd'hui la peine très lourde infligée au blogueur saoudien Badawi, qui est devenu une sorte de symbole à l'étranger. Il a écopé de 1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour avoir critiqué la police religieuse, qui est un organe particulièrement redouté dans le royaume. Bonsoir Nadia Ellis. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialisée donc dans l'analyse du discours. Ce qu'a fait Badawi, finalement, c'est quoi? C'est considéré comme un sacrilège. Il a voulu prôner un peu plus de liberté dans un pays où il n'y en a pas beaucoup, il faut bien le dire. Évidemment, eh bien, ce qu'il a fait, c'est ce qu'en gros, ce que toute l'humanité, et en tout cas l'Occident, a dû faire à un moment ou l'autre pour essayer de libéraliser sa société. Évidemment, les droits qu'on considère aujourd'hui comme des libertés, des droits de naissance, la liberté d'expression, dont on va parler plus tard avec le cas de Charlie Hebdo, bien sûr, ce sont pas évidemment de droits de naissance, même si on a envie d'y croire. Ce sont des droits qu'il faut conquérir et pour lesquels il faut se battre. Donc l'Occident s'est battu à l'époque. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pays
pays où ces droits n'existent pas. Et Badawi, effectivement, essayait de se battre à sa manière pour la libération et la libéralisation de l'Arabie Saoudite. Alors c'est un blogueur, ce qui veut dire qu'il y a une forte mobilisation à l'étranger en faveur de ce blogueur, parce que ça concerne les réseaux sociaux, ça va très vite, ça continue encore aujourd'hui. Mais très intéressant ce qui se passe en France, en tout cas la mobilisation qui rejoint donc ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo en janvier, où on peut trouver des affiches même qui circulent sur Internet, deux en particulier qui sont très intéressantes. La première, Raif Badawi et Charlie, donc avec le logo de Charlie, ce qui est évidemment un slogan facile, parce que Raif Badawi n'est pas Charlie dans la mesure où Charlie Hebdo ne se trouvait pas en Arabie Saoudite, bien sûr, dans un pays où la liberté d'expression est déjà acquise. C'était un groupe de gens qui faisaient de la satire, donc ils ne se battaient pas pour la liberté d'expression, contrairement à Badawi qui justement mène un combat, donc c'est tout à fait différent, mais le slogan est facile et donc il prend facilement. Mais l'autre, encore plus intéressant, c'est si tu es Charlie, tu es Raif Badawi. Alors regardez la différence entre je suis Charlie, autrefois c'était moi le sujet donc qui prône la liberté d'expression, etc. Alors que là c'est toi. Si toi tu es Charlie, alors toi tu te bats avec Badawi, donc tu vas en gros à l'encontre de tous les problèmes. En gros ce qu'ils ont en commun, Charlie Hebdo et Badawi, ce n'est pas la lutte pour la liberté d'expression, mais plutôt le fait d'être mort, ou en tout cas Raif Badawi il n'est pas mort encore, mais puni par l'islam radical. Et si on dit si tu es Charlie, tu es aussi Raif Badawi, évidemment on n'essaye pas de rentrer dans le côté anti-islam radical, mais plutôt pour le côté en faveur de la liberté d'expression, ce qui en réalité n'est pas ce qu'ils avaient en commun. Donc là aussi un slogan facile, mais qui en réalité se base sur des prémices qui ne sont pas bonnes en fait. Donc Badawi qui risque aussi une interdiction de 10 ans de sortie du territoire. C'est un pays où effectivement beaucoup reste à faire, c'est moins qu'on puisse dire, pour les libertés individuelles. Merci Nadia Ellis, donc chercheuse à l'université de Tel Aviv, à propos de la mobilisation importante et grandissante en faveur de ce blogueur saoudien qui a vu sa peine confirmée aujourd'hui par la Cour suprême du pays, donc de l'Arabie Saoudite. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité, ce sera avec Elsa Mimoun. On va se retrouver pour la suite du Grand Direct. On parlera de football avec le scandale de la FIFA, de nouvelles révélations, et puis également la parade dans les rues de Barcelone. C'est en ce moment du Barça triomphant après sa victoire en finale de la Ligue des Champions. Et puis un reportage également étonnant sur le tatouage en Israël. Là aussi, tout un programme. À tout à l'heure. Suite du Grand Direct et le scandale de corruption à la FIFA, avec chaque jour ou presque de nouvelles révélations. Aujourd'hui, c'est l'ex-président de la Fédération d'Amérique du Nord, Jack Warner, qui est le plus souvent cité pour symboliser ces pratiques frauduleuses, à tel point que le ministre de la Justice de Trinité et Tobago, l'île où il s'est réfugié, lui demande ce soir de se rendre à la justice américaine. Les dernières accusations avec Maël Benoliel. Cette vote en échange de 7 millions de dollars. Les accusations de corruption s'accumulent contre l'ancien numéro 2 de la FIFA, Jack Warner. Et aujourd'hui, ce sont les Égyptiens qui le pointent du doigt par l'intermédiaire de l'ancien ministre des Sports, Ali Eddin Elal. En 2004, Jack Warner demande à l'Égypte 7 millions de dollars en échange de 7 voix pour le Mondial 2010. L'Égypte, un des pays qui domine le football africain, est alors candidate à l'organisation de la Coupe du Monde 2010, mais le pays des pharaons préfère refuser la proposition de Warner. Bilan des courses, l'Égypte ne recueillera aucune voix et le mondial sera finalement attribué à l'Afrique du Sud. Une nation qui se retrouve plus que jamais au cœur du scandale de corruption qui ébranle la FIFA et qui a largement participé à la démission de son président Sepp Blatter. En effet, en 2008, 10 millions de dollars atterrissent sur les comptes de la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes gérée par Warner. 10 millions transférés par la FIFA à partir de fonds destinés à l'organisation du mondial en Afrique du Sud, mais finalement détournés par un soi-disant programme d'aide à la diaspora africaine dans les Caraïbes. Pire encore, la BBC, preuve à l'appui, accuse Jack Warner d'avoir utilisé une grande partie de cette somme à des fins personnelles. L'ex-vice-président de la FIFA est plus que jamais sous le coup d'une demande d'extradition de la part de la justice américaine. Dans le même temps, Sepp Blatter devrait quitter plus tôt ses fonctions à la tête de la Fédération internationale de football. C'est en tout cas ce que réclame le président de la Fédération de football allemande, Wolfgang Nierbach, qui souhaite voir partir Blatter avant la désignation de son futur successeur.
Pour Nirbar, il devient même urgent que la FIFA puisse mener à bien des réformes le plus rapidement possible et ainsi se débarrasser des accusations de corruption qui pèsent sur l'organe dirigeant du football mondial. Le président du comité d'audit et de conformité de la FIFA, Domenico Scala, va même plus loin. Selon lui, la Russie et le Qatar pourraient perdre l'organisation des mondiaux 2018 et 2022 s'il était prouvé que les deux pays ont monnayé des voix dans le processus d'attribution de la Coupe du Monde. Même si la justice américaine n'a pas officiellement annoncé de poursuite, un responsable de l'administration, sous couvert d'anonymat, a indiqué que les dites procédures d'attribution en décembre 2010 des Coupes du Monde 2018 et 2022 se trouvaient bel et bien dans la ligne de mire des enquêteurs américains. Alors, invité justement du Grand Direct depuis Zurich en Suisse, Jérôme Champagne, qui a été membre de la FIFA, même qui a été candidat à la présidence de la FIFA. Bonsoir Jérôme Champagne. Bonsoir. Est-ce que vous êtes surpris par les révélations qui se succèdent là, jour après jour sur ce système qui semble avoir présidé un petit peu au fonctionnement de la FIFA? D'abord, surpris non, parce qu'à partir du moment où on sait aujourd'hui comment fonctionne la NSA et les services d'information, moi je n'ai personnellement jamais douté que les autorités américaines savaient tout ce qui s'était passé. Surpris non plus, parce qu'à partir du moment où on sait qu'un ancien membre du comité exécutif, Chuck Blazer, a été transformé, je dirais, en informateur du FBI, il était inévitable que ça sorte. Donc surpris nullement. Ceci dit, je souhaiterais quand même corriger un certain nombre de choses, en tout cas pour vos auditeurs en Israël et à travers le monde. Il faut d'abord savoir que les confédérations sont celles qui sont visées. Et dans la présentation qui a été faite, on parle de la FIFA, de la FIFA, de la FIFA, mais il faut savoir que les confédérations ne sont pas membres de la FIFA, elles ne sont pas des filiales de la FIFA, et la FIFA n'a pas d'autorité sur elles. Et alors la FIFA est accusée du comportement des membres du comité exécutif, et il faut que vos téléspectateurs sachent une chose, c'est que les membres du comité exécutif de la FIFA sont désignés par ces mêmes confédérations. D'autre part, il faut aussi que vos téléspectateurs sachent que c'est M. Blatter lui-même qui a demandé que le comité exécutif ne soit plus en charge de l'attribution des Coupes du Monde, justement parce qu'il y avait toutes ces controverses. Quant à M. Nirbar et aux propos qui ont été tenus, je crois qu'il faudrait que les Allemands soient extrêmement modestes, parce qu'il y a eu en 2000 le vote pour la Coupe du Monde 2006, et la presse allemande, dès 2003, avait montré comment l'ensemble des autorités allemandes, l'ensemble du monde économique allemand avait tout fait pour empêcher que l'Afrique du Sud gagne. Donc les Allemands devraient être extrêmement modestes sur cette question-là. Oui, mais la question, Jérôme Champagne, alors d'accord, bien sûr, pour l'instant, rien n'accuse Sepp Blatter, qui n'est pas inquiété par la justice à ce stade. La question, c'est quand même de se demander si le fonctionnement de la FIFA et donc les attributions des compétitions n'ont pas généré un système de corruption généralisé désormais. Alors, dans une démocratie, dans la vôtre comme ailleurs, la présomption d'innocence est fondamentale. Donc, respectons ça et n'allons pas trop vite. Mais, une fois de plus, vous avez raison. Moi, quand j'étais candidat, et je vais même d'ailleurs vous dire quelque chose, j'ai été chassé de la FIFA en janvier 2010 parce que je dénonçais le poids excessif des confédérations sur le fonctionnement de la FIFA, la continentalisation de son gouvernement. Parce que le comité exécutif contrôle tout ça. Et moi, quand j'étais candidat, j'ai même proposé qu'on rende le pouvoir aux fédérations nationales qui sont les véritables propriétaires de la FIFA et non les bureaucraties continentales. Donc vous avez raison. Cette crise-là est positive parce qu'elle va permettre, à mon sens, de nettoyer ce qu'il faut faire, mais aussi de pointer du doigt le fait que ce sont les confédérations qui ne sont pas membres de la FIFA qui contrôlent malheureusement son gouvernement. Et donc cette crise, à mon avis, doit être salutaire. Et moi, je soutiens tout à fait le fait que M. Blatter continue son mandat parce que, dégagé des contraintes électorales, il a annoncé qu'il allait transformer, modifier la composition du comité exécutif. Et vous verrez très bien que les confédérations vont être celles qui vont s'opposer à ces réformes parce qu'elles ne veulent pas perdre leur pouvoir et elles ne veulent pas perdre l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'organisation mondiale. Quand aujourd'hui un membre de la commission d'audit de la FIFA dit que peut-être il faudra réattribuer les Coupes du Monde à venir 2018 et 2022 parce que si on découvre qu'il y a eu là aussi des problèmes et notamment des faits de corruption, vous êtes d'accord? Je l'ai dit quand j'étais candidat. Je l'ai dit parce que j'ai toujours dit qu'il fallait d'abord rendre public le rapport de M. Garcia. Deuxièmement, il faut dire à vos téléspectateurs la vérité. Les 22 membres qui ont voté le 2 décembre 2010 sur ces deux Coupes du Monde 2018 et 2022, 21 sont désignés par les confédérations et 8 par l'UEFA.
Et là encore, la présomption d'innocence doit bénéficier à la Russie et au Qatar. Mais moi, je l'ai dit comme candidat, s'il n'y a rien de démontré, parce que ce principe est important, nous irons dans ces pays, mais s'il y a des faits avérés, démontrés, prouvés qu'il y a des irrégularités, il faudra revoter de toute façon. Mais là encore, il faut retirer aux confédérations le pouvoir d'attribuer la Coupe du Monde, et c'est fait puisque les prochaines, celle de 2026, sera non plus décidée par le comité exécutif, mais par le Congrès. Et là encore, je tiens à dire à vos téléspectateurs, puisque la fédération est membre de l'UEFA, la fédération israélienne est membre de l'UEFA, l'UEFA ne peut pas aujourd'hui dire qu'elle n'est responsable de rien, puisqu'elle contrôle un tiers du gouvernement de la FIFA. Et vous savez que M. Platini a dit publiquement qu'il avait voté pour le Qatar. Donc, je dirais, tout le monde juge la FIFA très rapidement, mais pour bien la juger et surtout pour bien la réformer, il faut savoir que ce sont les confédérations qui sont responsables et qui contrôlent le gouvernement. Bon, Jérôme Champagne, on voit bien que vous êtes attaché à défendre l'image de la FIFA en tant qu'institution. Et je ne parle pas des hommes, là, mais de l'institution. Ça veut dire que vous êtes intéressé, encore une fois, par la course à la présidence. Est-ce que vous pourriez vous présenter, comme l'a demandé d'ailleurs une association américaine, Transparency ? D'abord, je me félicite que des dignitaires importants, des responsables importants de la branche allemande de Transparency International ont dit que je pourrais faire un bon candidat compte tenu à la fois de mes idées, de mon programme et de mon expérience, qui elle m'est accusée de rien. Mais c'est une décision importante. Je ne vais pas faire comme toutes ces personnes qui sautillent et sautent un petit peu rapidement aujourd'hui en disant je suis candidat. Vous savez, Andy Warhol disait que beaucoup de gens seraient prêts à faire n'importe quoi pour avoir 15 minutes de célébrité. Moi, quand j'étais candidat, je suis le seul à avoir mis sur pied un programme de réforme, un programme de lutte contre les inégalités à l'intérieur du football. Donc je n'ai pas décidé, c'est une décision lourde, compliquée, mais je n'exclus rien non plus. Merci Jérôme Champagne en tout cas d'avoir été en direct depuis Zurich ce soir sur i24 News. Heureusement il y a des finales de Ligue des Champions pour nous rappeler ce qu'est le football. C'était le cas hier soir avec ce match formidable entre le Barça et la Juventus. Bonsoir Joseph Emmanuel. Bonsoir. On a vu tout à l'heure des images de cette parade, on va en parler avec vous. D'abord un mot sur cette saison remarquable que boucle le Barça. Eh bien le Barça gagne tout, Jean-Charles. Ils font le triplé une nouvelle fois. La Coupe du Roi, le championnat d'Espagne et maintenant la Ligue des Champions. Jusqu'en décembre, ils étaient encore derrière le Real, c'était un petit peu laborieux. Et à partir de janvier, le rythme devient tout simplement incroyable sous l'impulsion du fameux trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Messi ne va pas marquer durant le match, mais il est présent sur tous les buts. Il s'est véritablement réveillé depuis 2015. Iniesta n'a pas marqué non plus, mais c'est le joueur du match. Magnifique passe décisive sur le premier but. C'est le premier joueur de l'histoire à réaliser une passe décisive dans 3 finales de Ligue des Champions. Il est discret, décisif depuis 10 ans, au Barça comme en équipe nationale. Il veut profiter de son bonheur, on en profite aussi. Ce que je veux maintenant, c'est profiter de ce bonheur qu'on ressent quand on réussit quelque chose d'unique. Il y a 6 ans, nous pensions que c'était impossible de recommencer le triplé et on a réussi. Voilà, Iniesta, heureux évidemment. Alors, heureux également les Barcelonais ce soir, puisqu'il y a la fête là en ce moment à Barcelone. Eh bien, c'est la grande parade, évidemment. On refête une nouvelle fois le triplé, comme en 2011, sous l'ère Guardiola. Mais ce soir, on fête le retour du Barça, peut-être au sommet de l'Europe. Il y avait eu un petit passage à vide durant 3 ans, quand justement Guardiola partait. Ils n'avaient pas trouvé leur entraîneur, ils l'ont maintenant trouvé. Encore en novembre, décembre, on a cru que la saison allait un petit peu tourner au vinaigre. Et en face, le Real gagnait absolument tout, avec 3-4 buts d'écart. Maintenant, ils vont jusqu'au bout. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour le Barça. Le triplé pour Xavi, il finit tout simplement en beauté. C'est le maître à penser du Barça, celui qui donne le tempo au jeu. Pour les supporters du Barça, pour certains en tout cas, c'est le meilleur joueur du monde. On écoute. C'est la meilleure équipe de l'histoire. Xavi est superbe, son match était superbe, comme tout ce qu'il a fait pour le club. Il n'y a pas assez de mots pour décrire ce que ressentent les fans de Barcelone, hors de Catalogne, partout dans le monde. Vive la Catalogne et vive l'Espagne. Le Barça est la meilleure équipe du monde et le sera toujours. Et le meilleur joueur, c'est Neymar. Au revoir Xavi. Quelle carrière, c'est impressionnant. La bise à Xavi et à sa famille. Et vive le Barça. Voilà, la fête donc à Barcelone. Et puis il faut rendre hommage aussi à quelqu'un qui était mal parti. En tout cas, c'est l'entraîneur du Barça, Luis Enrique. Eh oui, Enrique qui vient de Barcelone avec des débuts très difficiles. Il a été très critiqué. Il ne s'entendait pas vraiment avec Messi. Certains titraient déjà de 0 héros. Mais il faut être plus juste et dire d'une situation compliquée à une situation tout simplement incroyable.
Dès le début, dès janvier, il trouve la formule, il remet le jeu du Barça en marche, il recrute de manière tout simplement phénoménale. Messi, il a depuis ses 10 ans, mais Suarez et Neymar débarquent. Le Barça de Guardiola avait déjà impressionné avec le toqué, ce fameux jeu de passe, vous savez, pour avancer comme ça petit à petit. Enrique conserve le toqué et renforce le système défensif. C'est ce qu'il fallait, peut-être le début d'une révolution. Et ben voilà, merci beaucoup Joseph Emmanuel. On va parler de la Gay Pride dans quelques jours à Tel Aviv, événement considérable. Mais en attendant, eh bien, comme Tel Aviv est une ville très ouverte, voici le Salon international du tatouage. Reportage Maël Benoliel. Le samedi à Tel Aviv, pour beaucoup, c'est jour de plage. Mais pour d'autres, c'était l'occasion de participer au Salon international de l'art corporel. Un art qui regroupe l'ensemble des pratiques artistiques effectuées sur ou avec le corps humain. C'est un des meilleurs événements de l'année à Tel Aviv, sans aucun doute. Le plus coloré, le plus extravagant, le plus spécial. Les personnes les plus belles d'Israël se retrouvent ici, les plus alternatives et intéressantes aussi. Beaucoup sont venus spécialement de l'étranger pour participer à ce salon. D'Allemagne, d'Estonie, de Suisse, de France, d'Angleterre. L'art corporel, ou quand le corps humain se transforme en véritable objet artistique, est devenu plus que tendance ces dernières années. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, à cette convention, le corps humain est à la fête. Un corps humain que ces artistes prennent plaisir à modifier. L'art corporel représente un large éventail de choses, donc ce n'est pas seulement les tatouages, mais c'est aussi les piercings. C'est tout ce qui te permet d'apporter des changements à ton corps. Et une des pratiques les plus anciennes et les plus répandues, c'est bien sûr le tatouage. Magneto, venu spécialement d'Allemagne, c'est la star de ce salon. Des pieds à la tête en passant par la cornée, 95% de son corps est tatoué. En Israël, le tatouage est lié à l'interdit, beaucoup plus qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle forme d'indulgence. Ce n'est pas simplement considéré comme de la mutilation, mais comme de l'amour et de l'art à part entière. Donc c'est important car ce n'était pas le cas encore il y a quelques années en arrière. Et vu le nombre de personnes ici, les gens en ont de plus en plus conscience. Et cela malgré la douleur que cet art entraîne. Et pour cause, l'art corporel, c'est aussi des pratiques qui peuvent être considérées comme étant subversives, parfois violentes, voire sadomasochistes. Comme nous le prouve cet homme en pleine séance de perçage, suspendu à l'aide de crochets. Je pense que la douleur est une façon pour les gens d'explorer leur corps, voir à quel point je peux aller et à quel point je peux m'accaparer de la douleur. En tout cas, pour moi, c'est très intéressant d'explorer son corps de la sorte. Tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Pour certains, la douleur n'est pas un problème. Pour d'autres, c'est comme une thérapie. Thérapie ou pas, la douleur fait partie de cet art en plein essor. Un art qui plus est indélébile dans le cas des tatouages, bien qu'il existe aujourd'hui des méthodes d'effacement plus ou moins fiables. Un détatouage synonyme d'hérésie pour cet adepte. Dans 30 ans, mes tatouages seront encore beaux et je serai toujours aussi content de les avoir faits. C'est comme un père de famille qui ne regrette pas d'avoir fait des enfants après 30 ans. Moi, c'est la même chose, ce sont mes bébés et jamais je ne regretterai de les avoir faits. Pour cette 3e édition, ils étaient environ 5000 à se rendre à ce salon international de l'art corporel. Voilà, ça pique hein, parfois. Reportage Maël Benoliel dans un instant. Nouveau point sur l'actualité avec Elsa Mimoun. Bonne soirée. À demain.